Donc moi je vais vous parler des recherches que je suis en train de faire. Je rends mon mémoire que en septembre, donc c'est vraiment pas encore, c'est pas du tout abouti encore. Donc ce sera pas forcément très structuré puisque je suis en train de réfléchir à un plan. Donc pour ça que cette journée va m'être particulièrement utile. Donc en fait je travaille sur la réception critique de Carol Rama et au travers de cette réception critique je regarde l'incidence du genre que ça peut avoir sur la perception du travail des artistes femmes. Alors, une très brève présentation de Carol Rama. C'est une artiste turinoise qui est née en 1918 et elle est morte en 2015. Donc elle a eu une très longue carrière parce qu'elle a commencé à travailler très tôt. Elle a eu une production aussi bien figurative qu'abstraite. Elle a fait de l'aquarelle, de la peinture, mais aussi quelques sculptures. Elle a exposé pour la première fois à Turin en 1945 à la galerie Faber, mais ça a été censuré pour cause d'obscénité. Et en 2003, donc à l'âge de 85 ans, elle reçoit le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière à la Biennale de Venise. Donc je ne l'ai pas précisé, mais je travaille sous la direction de Sophie Delpeux. Et en fait, pour choisir ce sujet, il a fallu... Donc, on est parti du fait que lorsqu'elle a reçu à 85 ans son Lion d'Or, on peut presque dire enfin à 85 ans, elle l'a eu en même temps que Michelangelo Pistoletto, qui lui avait seulement 70 ans, donc de 15 ans son cadet. Donc de là, on s'est posé la question de... pourquoi une femme artiste atteignait la reconnaissance 15 ans après un homme, après un vrai décalage entre la consécration d'un homme et d'une femme. Donc on s'est posé la question de quels facteurs et quels obstacles interviennent tout au long de la carrière d'une artiste. Et donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers la réception critique qui peut être un vecteur pour la notoriété, la reconnaissance et la légitimation de l'artiste. J'ai un petit doute. Donc on s'est demandé si le genre intervenait dans la manière dont le travail des femmes artistes et de celui de Carol Rama, le fait qu'elle soit une femme, si ça intervenait dans la perception de son travail par les critiques. Et donc oui, sûr. Alors quand j'ai commencé mes recherches, j'avais quelques a priori sur ce qu'était la réception critique. Pour moi, c'était simplement les articles dans les journaux. Donc c'est vers là que je me suis dirigée, dans les archives. Et j'ai trouvé que des articles qui avaient quand même un point de vue assez positif sur le travail de Carol Rama. Donc, n'ayant pas encore lu de texte sur les stéréotypes qu'il peut y avoir, sur les stéréotypes genrés qu'il y a dans la réception critique, sur le travail des femmes, etc., j'étais un peu embêtée. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, puisque les critiques sont plutôt élogieuses pour Carol Rama. Donc, je me suis dirigée vers des travaux de sociologie d'art, notamment des travaux de Marie Buscato, on en parlait tout à l'heure, qui parlent vraiment de l'impact du genre dans l'art et de l'impact sur les carrières des femmes artistes. Et donc là, ça m'a beaucoup aidée. Et effectivement, j'ai pu lire avec beaucoup moins passivement les critiques et me rendre compte qu'il y avait beaucoup de stéréotypes, même si les critiques étaient bien intentionnés, beaucoup de stéréotypes qui revenaient. Alors j'ai choisi 2 petits exemples juste pour l'introduction que j'ai repérés il n'y a pas très longtemps. Par exemple, dans un catalogue d'exposition de 1989, je crois, donc un critique qui s'appelle Fossati parle de Carol Rama et l'appelle toujours Carol. Elle n'a pas de nom de famille. Donc c'est déjà très paternaliste et notamment il parle d'autres artistes avec elle et donc il cite 2 hommes, leur nom de famille et Carole. Donc ça déjà dénote un certain paternalisme qu'on voit dans la critique qui est faite aux femmes. Et puis une autre chose qui m'a un peu interpellée, que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, dans un catalogue d'exposition de 2004, c'est un dialogue entre Gillo Dorfles et Marco Valora. Dorfles est un artiste aussi, mais il a écrit pas mal de textes sur l'art.
Alors ils définissent ce travail-là de Carol Rama qui est plutôt une sculpture. Voilà, Gillo Dorfles dit que lui, il voit ça comme une variante du body art, puisque il voit une projection du moi intérieur de Carol Rama et de la matière, voilà, que c'est très charnel, etc. Et il dit que et il dit sur Carol Rama que voilà, c'est comme ça qu'elle a choisi de faire du body art, puisqu'elle ne peut pas s'exhiber n'ayant pas encore à la Ginny Payne ou Abramovic. Voilà, donc ça m'a un peu... Voilà, je voulais le dire parce que ça m'a un peu interpellée. Comparé à des femmes. Oui, voilà, c'est ça. Puis bon, Gina Payne et Abramovic font du body art simplement parce qu'elles ont un beau corps et qu'elles peuvent se le permettre. Voilà, exactement. Donc au sein de mes recherches, je m'interroge sur les stéréotypes imposés à l'art des femmes au travers les écrits qu'il y a sur le travail de Carol Rama. C'est dans un but de me demander les conséquences qu'il peut y avoir sur leur notoriété, reconnaissance, leur réputation, célébrité. Voilà, je reprends les termes d'Alain Kémin qui en a très bien parlé. Voilà, pour éviter que ce soit trop lourd, en fait, j'ai listé les stéréotypes que j'ai décelés. Pour éviter que ce soit trop lourd, j'ai juste au début mis quelques citations d'articles, mais après ça faisait vraiment trop lisse, donc je l'ai fait juste au début pour bien faire comprendre ma démarche. Et voilà, je suis restée après un peu plus large après. En fait, je me suis appuyée sur l'article de Cindy Nemser, Art Criticism and Women Artists, qu'elle a publié en 1973, et elle fait un espèce d'état des lieux sur les critiques qui sont attribuées sur le travail des femmes. Donc là, ça m'a bien aidé, moi, pour après pouvoir lire plus consciemment, on va dire, les critiques sur Carol Rama. Donc ce qui ressort principalement de mes lectures quant aux stéréotypes appliqués à Carol Rama, déjà, c'est que Carol Rama, elle est toujours vue comme un personnage. Voilà, on évoque le monde de Carol Rama. C'est une artiste autodidacte qui crée dans son coin, donc dans sa casa studio, dans son appartement toute seule, en dehors de l'ébullition artistique turinoise, etc. On dit toujours que c'est une artiste inclassable, en dehors de tout champ artistique, etc., qui a fait son chemin loin des courants artistiques hégémoniques. Et puis, alors, on voit son travail uniquement, enfin, pas uniquement, mais vraiment très principalement, comme quelque chose de très personnel, où elle soigne ses traumatismes de l'enfance. Voilà, c'est un caractère très intime et privé de son art qu'on voit, par exemple... Dans cette œuvre, les fourrures, je suis désolée, c'est pas de très bonne qualité l'image, les fourrures qu'elle dessine, donc c'est les fourrures qu'elle a vues que sa mère fabriquait pour survenir aux besoins de sa famille. Donc je dis pas que c'est pas vrai, mais voilà, elle dit c'est vraiment que ça. Donc c'est ça qui est assez, voilà. Donc là c'est sa grand-mère, et puis les prothèses, c'est les objets de son enfance aussi qu'elle a vu traîner chez son grand-père. Voilà, c'est vraiment une interprétation assez... on va pas très très loin dans l'interprétation, quoi. Et puis, alors par exemple, elle dit en 1980, lors d'une conférence à Milan, qu'elle peignait pour se soigner. Donc là, dans beaucoup de catalogues d'exposition, beaucoup de critiques, donc cette phrase est reprise. Oui, elle soigne ses traumatismes, etc. Et puis en fait, quand on lit la conférence, elle dit qu'elle peint pour se soigner, et elle ajoute d'une guérison vénielle pour avoir forniqué sans limite dans un monde de peur. Donc elle ne dit pas forcément que c'est pour se soigner du traumatisme. Alors j'ai peut-être pas dit ce qu'elle a vécu dans son enfance. Son père s'est suicidé après avoir fait faillite, après que son entreprise ait fait faillite, donc du coup ils étaient plus des bourgeois, mais voilà, ça a été assez difficile. Et après, sa mère aussi a été internée en hôpital psychiatrique. Voilà. Donc ici, par exemple, sa mère a été internée en hôpital psychiatrique, et quand elle va lui rendre visite, apparemment, les gens, dans leur folie, tirent à la langue. Et sur beaucoup de ses représentations, elle représente les personnages en tirant la langue. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on interprète beaucoup de ses travaux. C'est, c'est la visite à l'hôpital psychiatrique voir sa mère. Donc dans pas mal comme je disais, on parle beaucoup de son travail comme quoi c'est un travail autobiographique.
Gillo Dorfles la caractérise d'artiste autobiographique. Chaque personnage, je cite, chaque objet qui figure dans ses œuvres trouve sa correspondance dans son histoire et dans sa mémoire. David Rhodes, en 2012, dit que comme Louise Bourgeois et Maria Lasning, le travail de Rama est intensément, peut-être sans concession, autobiographique. Et puis Anna Maria Fioravanti Baraldi la compare également à Frida Kahlo et nous explique que l'objet pictural de Rama est connoté de références quotidiennes. Voilà, ce sont des fragments de vie, autobiographiques, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient extrêmement souvent dans les critiques, les catalogues d'exposition. Donc comme je le disais, on la voit comme un personnage, etc. Et donc là, également comme une femme solitaire. Donc elle n'a pas de femme, mais elle n'a pas de mari ni d'enfant. Et donc on souligne souvent sa solitude, voire le fait qu'elle subisse sa solitude. Dès 1952, dans une critique, on dit qu'elle vit seule dans un silence extraordinairement apprécié, dans un appartement solitaire. Même en 1998, dans le catalogue de la première rétrospective internationale de Carole Rama, Rudi Fuchs explique qu'elle fait partie des artistes qui préfèrent rester discrets et donc qui sont forcés de suivre une vie solitaire dans l'ombre de la célébrité. Voilà, en 2004, juste après qu'elle ait reçu le Lion d'Or, dans un livre consacré à la Biennale de Venise, la 50e Biennale de Venise, Sarah Brusaferro parle d'une douloureuse solitude et d'un atelier de son atelier qui est un horror vacuum et qui la tient isolée du monde extérieur. Alors j'ai mis des photos de l'atelier parce que l'atelier ça revient beaucoup également dans ce qui est dit sur Carole Rama. Et donc de la même manière qu'elle est vue comme une artiste retranchée dans son atelier, comme je le disais tout à l'heure, son art est parfois perçu comme privé, vraiment de l'ordre de l'intime, ce qui fait qu'on la prive, enfin, à mon sens, on prive un peu son intentionnalité de faire de l'art, d'être une artiste, puisque donc Rudi Fuchs, encore dans le catalogue d'exposition de 1998, a écrit donc un petit texte sur elle qu'il a appelé Like a Poet. Et en fait, il compare Carole Rama à une poète et qui vit dans l'ombre des romanciers. Et donc les romanciers, comme il le dit à un moment donné, mais les romanciers sont des gens connus, entre parenthèses, comme les grands peintres. Voilà, donc et puis il parle de son travail, il voit ses peintures comme des pages privées de carnets adressées à des particuliers. Voilà, donc c'est vraiment, il minimise beaucoup le travail de Carole Rama, et puis c'est extrêmement bienveillant, extrêmement paternaliste, avec une enfin, il dit qu'il adore le travail de Carole Rama, mais voilà, c'est pas forcément, c'est assez au final, ça lui rend pas forcément service la manière dont il parle de son travail. Voilà, donc, et il dit que en fait, Carole Rama n'est pas une grande artiste, qu'elle est volontairement dans l'ombre des grands artistes et qu'elle accepte cette dure vie de solitaire voilà, pour faire place et mettre en valeur les romanciers. Donc, on a une espèce de mythification autour de Carole Rama, de son personnage. Voilà, on donne beaucoup d'importance à sa personnalité, de son caractère et de tout ce qu'il y a autour de Carole Rama. Il y a beaucoup d'anecdotes quand on interroge des personnes sur Carole Rama. C'est énormément d'anecdotes qui reviennent, voilà, on ne sait pas trop si c'est vraiment vrai. Enfin, là, c'est pour présenter pas spécialement son travail, mais pour montrer qu'elle avait un caractère un peu abrupt, voilà, qu'elle faisait beaucoup d'ironie, etc. Donc forcément, elle n'était pas forcément, des fois, elle mettait les gens mal à l'aise à des dîners, ou voilà, ce genre d'anecdotes.
Donc on a un peu l'image de cette femme, de la femme artiste qui est une femme sorcière qui ne suit pas les codes de la féminité stéréotypée. On voit beaucoup de qualités mystérieuses dans son art, donc Fuchs, encore une fois, parle des qualités mystérieuses dans l'art de Carol Rama. Léa Virginie, qui a beaucoup écrit sur Carol Rama, qui est une historienne de l'art et critique de l'art italienne, en 2003, dans un documentaire filmé sur Carol Rama, elle explique que Carol Rama exerce une fascination de par sa folie, qu'elle exerce une fascination de par sa folie et de la sagesse, du signe de l'anticonformisme le plus complet. Elle nous dit qu'il y a beaucoup d'histoires autour de Carol Rama. Dans un catalogue d'exposition en 2004 d'une rétrospective qui a eu lieu à la Fondation Sandretto, qui est en Italie. Stéphane Snoddy nous parle également de qualités mystérieuses, de fortes convictions de Rama qui viennent de l'intimité, qui donnent une aura de mystère et conservent une intimité qui a un pouvoir de transformation sur le spectateur. Il y a un article de Dario Trento en 1986 qui a écrit pour le Vestouf. Il explique que l'expérience du monde de Carol Rama, donc là on parle encore du monde de Carol Rama, est animiste, donc ses peintures aussi. On a le champ lexical du rite, de l'exorcisme. Les peintures de l'artiste sont des actions animistes, il parle de chaman occidental, voire de rite vaudou. De manière générale, dans les articles et dans les catalogues d'exposition que j'ai pu lire, il y a beaucoup de champ lexical de la magie, du mystère. On dit beaucoup qu'elle exorcise ses peurs, qu'elle est mystérieuse, qu'elle a des rituels. Donc, pour revenir à l'atelier peut-être, il y a une très grande importance. On parle beaucoup de son atelier dans les catalogues d'exposition et dans les articles sur elle. On en fait une image comme si c'était une grotte où elle était enfermée toute seule dans le noir. On parle d'un grenier dans un article, on parle d'un grenier en décomposition, d'un noir vacueux qui est rempli de souvenirs fétiches. On raconte beaucoup d'anecdotes sur lui. Qu'elle a les rideaux tirés, que tous les murs sont peints en noir, etc. Alors que quand on lit un peu, finalement, elle accueille beaucoup de gens chez elle. Elle a une vie sociale importante où, au final, elle est au centre quand même elle fréquente beaucoup de gens. Tandis que quand on lit sans pousser plus loin, on a un peu l'impression que c'est comme si c'était une vieille folle dans son atelier. Et j'ai quand même relevé quelques interprétations qui étaient un peu plus qui recontextualisent le travail de Carol Rama sur le fait qu'elle fait alors ça elle le fait en 1939, donc sous le régime du fascisme italien, donc au sein d'une politique qui était complètement anti-féministe, et donc on a un peu de l'article que j'ai lu propose une autre interprétation, c'est-à-dire qu'elle s'oppose aux stéréotypes féminins qui sont imposés par le régime fasciste, qui est dans une politique de fécondité et qui veulent vraiment mettre la femme uniquement dans son rôle de mère et de reproduction. Donc les images qu'on a et qui sont diffusées par le régime fasciste, c'est des femmes avec de larges hanches, de larges poitrines, pour bien montrer cette image de mère. Tandis que Carol Rama, elle fait tout l'inverse. Alors j'ai pas beaucoup d'images, mais c'est que des femmes avec pas de poitrine, les hanches très fines, avec les épaules plus larges. Donc il y a quand même il y a des interprétations qui sont faites
qui vont un peu plus loin. Et effectivement, moi, en lisant des récits biographiques sur elle, j'ai lu qu'elle fréquentait beaucoup les éditions Einaudi. Et en fait, ces éditions Einaudi sont des éditions qui ont été créées à Turin et qui étaient de rares éditions qui étaient opposées au régime fasciste. Donc, même si elle ne l'a jamais dit, même si je ne l'ai pas vu en tout cas, on n'a pas vraiment dit qu'elle était antifasciste, on peut penser qu'elle était vraiment contre ces injonctions du régime fasciste. Autre stéréotype qu'on peut voir dans la réception critique qui est faite pour les travails des femmes, c'est le fait que le travail des femmes n'est pas créateur, il est le résultat d'une imitation du travail des hommes. Et qu'on a besoin de rapprocher du travail des hommes pour légitimer son travail. Elle est comparée à de nombreux artistes, Egon Schiele, Paul Klee, voilà, beaucoup d'artistes. Dans un article de 1993, on dit que son travail est digne du travail de Bury. Voilà, donc c'est vraiment le plus grand compliment qu'on puisse faire, c'est le fait de dire que son travail soit à la hauteur de celui d'un homme, digne de celui d'un homme. Et puis, alors qu'elle, dans de nombreuses interviews, quand on lui demande de parler de ses inspirations, de savoir qui sont ses maîtres dans la peinture, etc., elle refuse toujours de donner des noms, disant que le péché est son seul maître. Mais on veut toujours lui imposer, vous êtes sûr que Egon Schiele, non, c'est le péché, mon seul maître. Et puis en plus de ça, on parle sans cesse de ses amitiés avec des hommes intellectuels. Donc comme je le disais tout à l'heure, elle évoluait. Voilà, elle évoluait au sein. Elle avait beaucoup d'amis intellectuels de Turin. Donc par exemple Sanguinetti qui est un poète, des architectes, voilà. Et donc on parle souvent, très souvent de ces hommes-là. Voire dans certains petits articles de journaux, on attend, même si ça fait 4 paragraphes, on attend le deuxième paragraphe pour en venir à Carole Rama. Voilà, c'est vraiment systématique, on parle de ses amitiés avec ces hommes intellectuels. Voire dans un travail que j'ai lu de recherche assez récent, on dit que c'est la muse, que c'est une muse à Turin. Voilà. Donc on la légitime aussi par rapport à ses amitiés, avec des hommes qui sont sur le devant de la scène de l'ébullition intellectuelle et artistique de Turin. Et quand son travail n'est pas imitateur, ou voilà, qu'on ne légitime pas avec le travail d'un homme, on parle d'instinct, d'un instinct qu'elle peut avoir, ou voilà, comme si elle ne faisait pas vraiment exprès de faire son travail, que c'est spontané. Voilà. Donc Gilles Dorfles voit dans ses premières œuvres un instinct d'investir son propre corps. Voilà, donc c'est quelque chose qui revient pas mal aussi, l'instinct de la spontanéité, etc. Dans son travail, on voit aussi une valeur décorative. Voilà, encore une fois, c'est l'effet de l'art décoratif avec des valeurs décoratives qui est élégant. On parle de l'élégance des formes, du raffinement. Alors elle a une poésie dans ses voilà, c'est très délicat. Voilà, dans un article de 1957, j'avais mis une petite citation. Le critique ou le journaliste nous parle d'une finesse décorative, une netteté de la mise en page, élégance de l'invention. En 1960, on parle de certaines vieilles suggestions décoratives. Dans un catalogue d'exposition, donc le catalogue d'exposition dont j'ai parlé tout à l'heure, qui date de 2004, de la rétrospective qui a eu lieu à la Fondazione Sandretto, on a en critique Verzotti qui nous dit que Carole Rama travailla le négatif de l'intérieur, et comme les femmes le font, elle ne l'a pas seulement fait avec son esprit, mais aussi avec ses sens. Voilà, donc c'est quelque chose... Voilà. Comme les femmes le font. Oui, comme les femmes le font. Donc c'est quelque chose qui revient aussi, les émotions, les sens,
qui sont impliqués dans le travail, la sensibilité, voilà. Et puis, ce que j'ai quand même trouvé dans des articles de journaux beaucoup plus récents, un an, elle a un statut après avoir passé 70 ans, 65 ans de carrière où elle n'était pas trop regardée, on va dire, jusqu'à elle a eu sa première rétrospective internationale qu'en 1998. Et maintenant, on dit que c'est une artiste incontournable du XXe siècle, voilà, qu'elle a été une figure majeure, centrale, voilà, alors qu'on lui avait quand même tourné le dos pendant 70 ans. Donc c'est plutôt positif, mais ça arrive très tard. Donc voilà, c'est ces quelques points qui ressortent de mes lectures et du catalogue. Et donc là, je suis, comme je disais, en train d'élaborer mon plan, et ce que je peut-être comptais faire pour après la suite de mes parties, c'était de voir peut-être comprendre en quoi ça peut avoir des effets négatifs de parler du travail des femmes avec des stéréotypes féminins, en m'appuyant donc voilà, des conséquences négatives qu'il peut y avoir pour l'artiste, les artistes individuellement, mais aussi sur l'histoire de l'art en général, qui ne retient en grande majorité que des hommes. Et donc en commençant avec une recontextualisation de la critique d'art, de savoir d'où viennent les stéréotypes qui servent à qualifier l'art des femmes. Et puis face au travail des femmes, il y a des attentes par rapport à son genre. Il doit remplir certaines conditions, être en accord avec les valeurs qui sont valorisées chez les femmes, et adapté à leur rôle, donc à leur rôle social, et donc aux stéréotypes qui leur sont imposés, surtout depuis le XIXe siècle, qui sont en adéquation avec leur rôle de mère et de femme au foyer. Donc leur travail est censé être d'une certaine manière, et dès lors qu'une œuvre ne correspond plus à une féminité stéréotypée, et elle ne l'est plus. Alors je sais plus ce que c'est. Dès que ça ne correspond plus à une féminité... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Dès que ça ne correspond plus à une féminité stéréotypée, elle perd de sa féminité, en fait. Si on n'est pas stéréotypé, nous ne sommes plus... en tout cas, le travail n'est plus un travail féminin. Donc, encore dans le dialogue de Gillo Dorfles et Valora, il parle du travail de Carole Rama qui ne répond plus à une féminité traditionnelle, donc stéréotypée, puisque certaines des œuvres de Carole Rama sont beaucoup plus solides, nonobstant le fragment, l'arabesque et le collage, elles ne sont pas des œuvres féminines. Donc voilà, donc on voit qu'à partir du moment où on fait des œuvres, comme ils disent, solides ou dures, ce ne sont plus des œuvres au féminin. Voilà, donc pour commencer, après, pour le contexte historique de la critique, je voulais m'appuyer donc sur le texte de Cindy Nelser, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait vraiment un état des lieux sur les stéréotypes féminins qu'il y a dans la critique de l'art. Donc déjà, elle nous dit que qu'il y a un mythe de la vraie nature du genre féminin, si c'est des stéréotypes qui sont inscrits dans les consciences, que les stéréotypes qui sont attribués au genre féminin découlent des fonctions biologiques de leurs organes sexuels. Donc les constructions sociales sont assimilées à des vérités scientifiques. Je comptais aussi m'appuyer sur textes notamment de Rosalie Parker et Griselda Pollock, qui en 1980 ont écrit Stéréotypes fondamentaux et féminité essentielle. Donc elle nous explique que en fait, ces stéréotypes viennent surtout de la critique victorienne, qui est à son apogée au XIXe siècle. L'art des femmes doit être fidèle à ce que leur rôle social est. On fait référence à leur nature biologique. La critique est charmée seulement si les œuvres sont raffinées, si c'est un art domestique, s'il est gracieux, délicat, décoratif. Voilà, si s'ils sont adaptés à l'idéologie bourgeoise qui protège les valeurs traditionnelles, morales et spirituelles. Voilà. Donc ainsi, les stéréotypes liés à la féminité basés sur le rôle social des femmes de maîtresses de maison limitent la grandeur de leur art, enfin des arts des femmes, et en font une petite manière, quelque chose de secondaire, qui les prive de l'identité pleine et entière de l'artiste.
ce qui indubitablement va minimiser leur rôle dans l'histoire de l'art et leur reconnaissance en tant qu'artistes et donc leur consécration. Les femmes sont marginalisées dans une branche de l'histoire de l'art comme si elles n'avaient qu'une identité commune. Être une femme est alors en soi une caractéristique de leur art, en dehors de tout contexte historique, social, économique et géographique. Selon Pollock, l'art doit répondre à un canon présupposé historique et culturel. Tout ce qui est en dehors de celui-ci est marginalisé. Et donc les femmes sont mises en marge avec les arts mineurs et l'artisanat. On leur refuse la reconnaissance en tant qu'artistes et qu'œuvres d'art. Voilà, donc je voulais m'appuyer également sur les textes de Marie Buscato et d'un recueil de je sais plus comment c'est, de colloques, les livres les actes. Merci. Les actes de colloques qui parlent du genre dans la critique d'art. Et pour finir, en fait, dans une troisième partie, si c'est possible, j'aimerais bien m'interroger sur la reconnaissance et la notoriété de Carole Rama en m'appuyant sur les textes de Becker, Les Mondes de l'Art, Raymond Moulin et Alan Bowen, qui a fait un petit livre sur les facteurs de la reconnaissance d'un artiste. Et par exemple, on voit une certaine défaillance de l'institution muséale pour Carole Rama, puisqu'en 2015, il y a eu une très grande rétrospective qui a voyagé à Paris, en Espagne et dans une autre ville dont je me souviens. Et on voit que en fait, sur les 200 œuvres, sur les 200 œuvres seulement, il doit y avoir 2% qui ont été empruntées à des musées. Presque la totalité viennent de collections privées. Et puis faire un récapitulatif sur ces expositions monographiques, s'il y a eu beaucoup d'expositions monographiques, collectives, à l'international ou local, voilà. Et